Monsieur le conseiller, Monsieur le Président qui n'est pas là mais que je salue, Mesdames et Messieurs. Chaque année, donc, l'Autorité des marchés financiers organise cette journée de formation aux nouveaux enjeux et évolutions du secteur financier à destination de ceux qui sont chargés de faire vivre ce secteur quotidiennement, vous, c'est-à-dire vous qui en êtes les éclaireurs et les acteurs dans vos entreprises. Et à cet égard, cette année est très particulière puisque votre rôle est plus que jamais clé en 2018, puisque je pense que cette année peut être une chance suffisamment rare pour être peut-être historique de transformer la finance, ou plutôt de lui rendre toute son utilité économique, mais aussi humaine. Je voulais d'abord remercier Robert Ophel et vous, cher Dominique Barr, de m'avoir proposé de consacrer quelques minutes auprès de vous à retracer cette révolution en mouvement dont nous devons saisir ensemble, chacun dans nos fonctions, toutes les opportunités. Le 22 janvier dernier, Monsieur le Président de l'AMF était présent, et beaucoup d'entre vous, j'espère et je pense aussi, lorsque je réunissais avec mes collègues députés En Marche de la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale, près de 350 intermédiaires financiers français, des banquiers, des assureurs, des conseillers financiers et bien sûr des gestionnaires d'actifs et des investisseurs. C'était au fond presque la première fois que le secteur financier pénétrait dans une arène politique, sans faux-semblants, sans posture, non pour être ni applaudi ni vilipendé, mais pour être mobilisé. L'après-midi, le chef de l'État rassemblait, lui, à Versailles, les investisseurs étrangers. Pourquoi faisons-nous tout cela? Parce qu'il est absolument urgent que les deux mondes, décideurs politiques et décideurs financiers, se mobilisent ensemble pour être à la hauteur de notre époque, une époque de transformation profonde de l'économie. Je n'hésiterai donc pas devant vous, certains trouveront peut-être ça là facile, à prendre le contre-pied d'un discours célèbre en affirmant clairement que pour nous, nous sommes absolument convaincus que le monde de la finance n'est ni sans nom, il a le vôtre, ni sans visage, ce sont les vôtres, et il n'est absolument pas notre ennemi. Mais il y a une condition importante, et même vitale, que cette finance soit pour la France et pour le monde un outil de transformation de l'économie, pour une croissance qui soit verte, qui soit durable, qui soit humaine et qui soit sociale. Il ne s'agit plus de dire que le secteur financier est utile à notre monde, nous le savons tous, mais il est désormais question de le prouver par des actes. Et si vous croyez que le secteur financier peut être en avance sur son temps, il faut désormais le prouver par des choix d'investissement audacieux. Si vous croyez que le secteur financier peut aider notre pays à donner des moyens à des idées neuves, à de l'innovation, vous avez aujourd'hui tous les moyens de le prouver. Qu'attendons-nous de vous finalement? Au fond, que nous joignions nos efforts pour être ensemble au rendez-vous des trois grands défis que la France et l'Europe ont à affronter en 2018 et pour les années qui viennent, celui de l'emploi, celui de l'innovation et celui de la transition. Et ces trois grands objectifs, maintenant, nous sont posés en 2018 pour être à la hauteur de notre époque, puisque le contexte a beaucoup évolué et les secrétaires généraux viennent d'en faire la démonstration. D'abord, pour affronter le défi de l'emploi, de l'innovation et de la transition, il nous faut faire de la France un leader de la finance durable, message que portera de nouveau le président de la République ce 22 mars, jeudi, à Bruxelles, lors d'une conférence avec Jean-Claude Juncker et tous les membres de la Commission. Finance durable, donc. Ensuite, il nous faut prendre la mesure de l'impact financier du Brexit, qui doit être la toile de fond d'une nouvelle ambition française dans le domaine financier. Et enfin, il nous faut adapter vos pratiques, et vous adapter, à la profonde réforme de la fiscalité de l'investissement que la France a choisi de porter et qui vient d'être mis en œuvre dans le budget donc, pour 2018. Au fond, la finance s'est trop longtemps regardée elle-même avant de regarder le monde. Et le reproche que certains font à notre économie d'être devenue trop financiarisée en est le symptôme. La finance a longtemps avancé, un peu isolée dans son couloir, abstraite de l'économie réelle, comme un outil mouvant, fluctuant, et allant jouer parfois même contre son camp, contre l'économie réelle, contre les entreprises, contre certains projets. La finance a aussi trop longtemps jugé de sa performance à l'aune des critères qu'elle avait elle-même créés, au lieu d'intégrer l'utilité économique et sociale de ses choix d'investissement. Les entreprises sont aujourd'hui, en revanche, de plus en plus nombreuses à changer de modèle, à sortir des critères uniformes imposés par d'autres, parce qu'elles ont compris que sous la transformation des innovations numériques, sous la pression du changement climatique, seuls survivront ceux qui s'engagent.
Alors, mesdames, messieurs, je sais que les métiers de RCCI et RCSI sont des métiers de vigie des risques de long terme. Et je vous demande aujourd'hui à tous de voir ces risques comme des vecteurs d'engagement et de différenciation. La finance qui sera à la hauteur des risques et des défis de notre époque, c'est une finance qui sera courageuse, audacieuse, engagée, et celle-là, je peux vous le dire, nous trouvera toujours à ses côtés. La finance des choix uniformes, la finance des investissements mécaniques, du court terme, celle qui joue contre son camp, doit laisser toute sa place à celle qui assume et qui valorise les différences, où chacun peut faire des choix, les tenir et en vérifier la pertinence à long terme. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons faire de la finance un outil de transformation du monde. Alors je ne vous parle pas d'utopie, puisque nous savons tous que dans 10 ans, seuls les projets qui seront socialement et environnementalement viables seront viables tout court. Emploi, innovation, transition. Voilà la nouvelle grille de sélection que je vous propose et que nous vous proposons, parce que, également, nous avons rendu possible par des réformes de la fiscalité cet environnement pour que ces investissements pour l'emploi, pour l'innovation et pour la transition soient donc maintenant avantagés et favorisés. Cette clé de l'investissement de long terme, vertueux, utile, ça semble simple, mais cela suppose une transformation profonde des comportements et des habitudes. C'est cette seule clé qui peut organiser la réconciliation des politiques, des opinions publiques, des acteurs économiques et du secteur financier. Emploi, innovation, transition. Emploi parce que nous devons lutter contre le chômage, et pas par des slogans, mais en investissant. En investissant pour redonner aux PME françaises, qui portent des projets ancrés dans des territoires et des secteurs d'avenir, les moyens de grandir et donc d'embaucher. Innovation parce que nous savons que notre pays doit faire face à des grandes mutations technologiques et qu'il faut mener ces mutations et non pas seulement les suivre. Et sans financement adapté, sans fonds propres, tout le potentiel de notre pays sera gâché par des décisions de financement à trop court terme. Transition enfin, parce que lutter contre le changement climatique, c'est avant tout réorienter les investissements vers les seules activités compatibles avec une économie qui se dirige vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Emploi, innovation, transition. Je sais que sur ces thèmes, la mobilisation du secteur financier, j'étais parmi vous il y a quelques années encore et quelques mois encore, sur ces 3 thèmes, donc la mobilisation est déjà importante. Et je viens ce matin, comme je le fais depuis quelques mois avec mes collègues députés, vraiment vous passer le relais. Vous passez le relais parce que notre mobilisation quotidienne et votre mobilisation quotidienne est plus que jamais attendue et nécessaire. Le Brexit est un cataclysme, nous le savons, et il nous donne une mission impérative ici en France, celle de représenter une autre finance, une finance européenne, une finance innovante et une finance tournée vers l'économie réelle. Et dans ce cadre, la finance française, la place de Paris, ont tous les atouts techniques, humains, pour incarner cette transformation. Et la bonne nouvelle, c'est que la France a enfin, désormais, une fiscalité, un cadre réglementaire totalement aligné avec cet objectif d'investissement en fonds propres pour l'emploi, pour l'innovation et pour la transition. Vous savez, contrairement à l'Allemagne et aux États-Unis, notre fiscalité du capital a longtemps été une des plus élevées d'Europe. Et elle agissait comme un vrai repoussoir pour les investisseurs français et étrangers. Elle organisait la fuite des projets vers d'autres pays qui accueillaient les idées de nos entrepreneurs, formés, développés dans nos territoires, formés dans nos écoles et nos universités. Moi, je suis élue du plateau de Saclay, et je peux vous dire que cette fuite des talents, des chercheurs, des innovations, elle a été extrêmement forte. Le résultat de cette fuite, c'est que nous avons aussi des patrons qui, faute de financement, se sont isolés, ont été seuls face à des choix stratégiques, confrontés à peu de solutions différentes pour se financer, et donc contraints, au fil des années, à ne pas vouloir voir trop grand. Et dans une France trop souvent pilotée par l'impôt, par les niches fiscales, peu à peu, les intermédiaires financiers que vous êtes sont devenus souvent des conseillers en défiscalisation plutôt qu'en investissement. Toute la chaîne du financement s'est grippée, et c'est face à cela que notre majorité a donc décidé d'agir résolument au cours du budget qui a été étudié à l'automne dernier. Aujourd'hui donc, par ce vote du budget en décembre, nous les politiques, nous avons rempli notre part du contrat de confiance. Nous avons mis en place dès cette année des changements majeurs. D'abord, la fiscalité des épargnants a évolué. Avec le prélèvement forfaitaire unique,
il redevient enfin intéressant de regarder dans quoi on place son argent plutôt que la fiscalité de l'épargne. Ensuite, on a aussi fait évoluer la fiscalité des entrepreneurs, puisqu'avec la réforme de l'ISF, il redevient vraiment intéressant de regarder comment on valorise son entreprise et comment on la fait grandir. Dans ce contexte, vous pouvez redevenir de réels intermédiaires entre l'épargne des Français et les projets d'investissement de nos entrepreneurs. Au fond, ces changements fiscaux redonnent enfin son sens à votre métier, à votre mission, aux raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire ce métier. Financer et accompagner la croissance de nos entreprises et offrir en contrepartie du rendement aux épargnants français. En un mot, de rendre l'épargne utile aux Français, à leur pouvoir d'achat, à la croissance et à l'emploi. Notre objectif, vous le savez, c'est de doubler sur le quinquennat l'investissement de l'épargne des Français dans les fonds propres des PME et des ETI. Toutes ces entreprises qui n'ont pas forcément accès au marché international, qui n'ont pas forcément aujourd'hui de cotation, mais qui doivent être accompagnées dans leur croissance et dans leur capacité d'embauche. Cette épargne placée dans les fonds propres des PME représente aujourd'hui environ 5 milliards d'euros par an, si l'on additionne ce qui était l'ISF-PME, les levées de fonds des banques et des conseillers en gestion de patrimoine et le PEA-PME. Nous voulons que cet effort passe à 10 milliards d'euros par an d'ici 2022. Nous souhaitons, et je suis ici pour cela, que cet objectif soit autant le vôtre que le nôtre. Et ce n'est pas pour nous, et je veux le dire fortement ici, ce n'est qu'un minimum, puisque nous pouvons rappeler, pour nous rappeler un petit peu les ordres de grandeur, que l'assurance vie des Français représente plus de 1 600 milliards d'euros et que 400 milliards d'euros sont actuellement sur les comptes en banque courants, comptes courants des Français. Un travail considérable est donc entre vos mains. Un mouvement profond de réallocation de l'épargne, un véritable changement culturel dont vous avez la responsabilité. Aujourd'hui, seul 1% de l'épargne gérée par des investisseurs institutionnels français est investie dans les PME. C'est 3% pour les assureurs européens, c'est 6% pour les caisses de retraite américaines. Et je ne parle là que des PME. Doubler notre effort n'est donc pas du tout irréaliste. Et pour y parvenir, c'est une triple révolution de la relation que nous devons mener. Puisqu'au fond, l'économie, l'épargne, l'investissement, ce ne sont pas des concepts. Ce sont des décisions incarnées. Ce sont des décisions d'hommes et de femmes qui prennent des risques, qui regardent l'avenir, qui avancent ensemble et qui, parce qu'ils sont bien conseillés, prennent des décisions qui leur sont utiles et qui leur sont profitables. Pour que cette relation, cette triple relation évolue, il y a 3 choses à faire. D'abord, il faut que nous repensions fondamentalement la relation entre l'épargnant et son conseiller. Ce matin, nous attendons de votre part des mesures de nature à faire évoluer ce qu'il se dit et ce qu'il se passe dans ce tête-à-tête, physique ou numérique, entre un épargnant et son conseiller. Comment peut-on guider un client face aux multiples, voire la multitude d'options d'investissement par rapport à ses projets, à son profil, plutôt qu'en faisant dérouler, vous savez, ces longues listes de fonds et de produits au nom parfois un peu mystérieux, Europe dynamique, valeurs européennes diversifiées et autres, qui sont parfois peu lisibles et qui souvent ont été plutôt pilotées par la fiscalité qu'elles avaient derrière. Première relation donc, l'épargnant et son conseiller. Deuxième relation à faire évoluer, celle entre les entrepreneurs et leurs financeurs. Un projet d'entreprise ne doit en effet plus jamais s'arrêter net dans le bureau d'un conseiller bancaire qui ne trouve pas la solution de financement dans l'offre commerciale de son établissement. Il faut au fond que les entrepreneurs soient financés non pas parce qu'ils ont la chance de rentrer dans le bon bureau, mais parce qu'ils ont la chance de connaître un banquier qui connaît des personnes qui ont les solutions de financement qui peuvent les aider. Du leasing, des obligations convertibles, de la dette, pourquoi pas des fonds propres, et que rentrer dans un bureau d'un conseiller ne soit plus jamais donc un cul-de-sac. Enfin, et c'est cette relation sur laquelle je voudrais insister devant vous, c'est la relation des acteurs financiers entre eux. Certains d'entre vous, ici dans cette pièce, connaissent les épargnants et leurs projets. Certains construisent et contrôlent les tuyaux dans lesquels circule l'épargne. Certains autres ont pour métier d'accompagner financièrement et concrètement des entreprises dans leur création, d'autres dans leur croissance. D'autres savent comment on réussit une ouverture de capital, une introduction en bourse. Certains le font en étant connus du grand public, d'autres non. Certains ont des stratégies d'investissement nationales, d'autres internationales, d'autres très locales, à l'échelle d'un territoire. Bref, vous êtes ici dans cette salle tous des acteurs financiers spécialisés sur un segment qui est le vôtre. Vous êtes tous différents, mais vous n'êtes pas des concurrents. Vous êtes les maillons d'une même chaîne d'investissement au service d'entreprises, au service des emplois qu'elles vont créer, au service de leurs projets. Vos bureaux
ne doivent plus être donc ces fameux cul-de-sac. La communication doit s'ouvrir beaucoup plus résolument entre les banques, les assureurs, les fonds, les conseillers de gestion de patrimoine, les financeurs participatifs, les robo-advisors. Nous attendons donc beaucoup de partenariats et de travail collectif entre vous. L'annoncée, par exemple, récente de 200 millions d'euros de levée de fonds auprès des assureurs français pour l'Endix est ici, par exemple, un exemple à dupliquer, tout comme un exemple de meilleur lien entre des fonds de capital investissement et des assureurs est à encourager. Et la loi Pacte qui arrive ouvrira toutes les dispositions réglementaires pour faciliter ces liens entre les acteurs financiers entre eux. Ce travail collectif, entre vous, avec nous, je le sais, est un défi. C'est un défi de persévérance, c'est un défi de conviction et c'est un défi d'action. Nous sommes, vous le savez, une majorité politique constituée de 310 inconnus qui ont été élus parce que nous avions un projet de transformation ambitieux et que nous cherchons désormais maintenant à l'appliquer résolument. Ce projet, pour l'emploi, pour l'innovation, pour la transition, ne pourra s'appliquer que s'il devient vraiment et véritablement également le vôtre. Alors pour conclure, je voudrais citer un président américain, Franklin Delano Roosevelt, qui rappelait, et c'est une formule que j'aime bien, que les seules limites à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre cap est clair, vous le connaissez. Alors ne doutons pas de nos forces et ensemble, agissons. Merci.